5 contacts émergents de la montagne en formation serrée. Ce n'est pas une patrouille. Au cœur de la nuit, à l'intérieur d'un centre de surveillance de la marine américaine, quelque part dans la zone opérationnelle de la 5e flotte, l'opérateur sonar s'inclina lentement vers son écran et ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. L'écran devant lui disait déjà tout. Les signaux ne dérivaient pas. Ils n'étaient pas dispersés. Ils se déplaçaient avec la précision que seule une chose peut produire. Un plan qui tournait depuis longtemps, bien avant que quiconque du côté américain n'ait songé à chercher quoi que ce soit. Il marqua le contact, le marqua une deuxième fois, puis décrocha le combiné. Quelques secondes plus tard, 2 mots remontèrent la chaîne de commandement. Déploiement possible. 40 secondes après, un Boeing P-8A, Poséidon, aéronef de patrouille maritime déjà en vol pour une mission de surveillance de routine au-dessus du nord du Golfe, reçut un nouveau briefing opérationnel. Nouveau secteur, nouvelle priorité. L'équipage ne demanda pas pourquoi. Il vira vers les coordonnées transmises et poussa les manettes des gaz vers l'avant. Le détroit d'Ormuz est le goulot d'étranglement dont dépend le monde entier. Large de 33 km en son point le plus étroit, il voit transiter 20 millions de barils de pétrole chaque jour. L'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït, les Émirats arabes unis, chaque goutte de leurs exportations s'écoule par ce seul corridor avant d'atteindre le reste du monde. S'il se ferme, les prix de l'énergie s'emballent en quelques heures. Les chaînes d'approvisionnement se fracturent en quelques jours. Le genre de dommages économiques qui prend des années à réparer commence à s'accumuler en quelques semaines. Ce n'est pas de la géographie. C'est un point de pression. Et ce matin-là, quelqu'un y avait posé le doigt et appuyait silencieusement depuis très longtemps. Quelques minutes plus tard, de nouveaux contacts apparurent sur l'écran. Pas progressivement, soudainement. Plusieurs bâtiments, même cap, même vitesse, se déplaçant en formation coordonnée et serrée en direction des couloirs de navigation des pétroliers. Le commandant de quart traversait déjà la salle d'un pas vif. Et puis les analystes détectèrent quelque chose qui figea la pièce entière. Les contacts ne venaient pas de la mer ouverte. Ils venaient de l'intérieur de la montagne. Une section de falaise côtière que chaque passage satellite précédent avait répertoriée comme terrain mort. Aucune signature thermique, aucune activité de construction, rien, mais elle avait une porte. Une vraie porte, dissimulée sous des années de camouflage et de patiente érosion artificielle. Assez grande pour laisser passer un sous-marin s'ouvrant directement sur les eaux profondes. Et elle était ouverte. 4000 pieds au-dessus du détroit, le P-8 arriva sur zone. L'équipage avait déjà déployé son premier réseau de bouées sonores avant même que l'appareil n'achève son premier virage d'inspection. Une ligne de bouées actives d'ICAS fut larguée en une disposition géométrique précise au travers du couloir de sortie suspecté. Chacune d'elles sondait la colonne d'eau en dessous et transmettait en temps réel les données acoustiques au système de mission de l'aéronef. Ce qui remonta confirma tout ce que le centre de surveillance observait déjà et ajouta des détails qui aggravèrent le tableau. Les bâtiments émergents de la montagne étaient des sous-marins de classe Gadir. Construits en Iran, 25 mètres de long, conçus spécifiquement pour les opérations côtières en eau peu profonde, précisément dans ce type d'environnement acoustique encombré. Rapides, agiles, difficiles à pister. Chacun armé de torpilles. Chacun capable de poser une mine navale dans un couloir de supertanker sans jamais faire surface. Dans un corridor où les navires transportent individuellement 2 millions de barils de brut, une mine bien placée n'est pas un événement tactique. C'est un événement de marché. Mais les capteurs du P-8 dessinaient un tableau encore plus large. Des signatures plus profondes dans la colonne d'eau, basse fréquence, déplacement plus lourd, indiquaient la présence de sous-marins de classe Nahang mêlés à la formation. Plus grand, plus lent, armement plus lourd. Et se glissant sous le bruit acoustique ambiant, à peine détectable en mode passif, les signatures inconfondables d'au moins un sous-marin de classe Fateh. Le sous-marin indigène le plus avancé d'Iran. Armé de missiles de croisière anti-navire Jasque 2. Une arme qui n'a pas besoin de s'approcher. Elle s'étend depuis les eaux profondes et frappe des cibles de surface à plusieurs kilomètres de distance avant que quiconque ne réalise que le tir a eu lieu. Le coordinateur tactique du P-8 regarda la synthèse composite sur son écran et appuya sur la touche radio. Ce n'est pas une patrouille, c'est un ordre de bataille.
De retour dans le centre de surveillance, les analystes passèrent en revue les vecteurs d'approche, puis les recalculèrent. Les caps suivis par les sous-marins ne ressemblaient pas à un comportement de patrouille. Ils ne serpentaient pas. Ils convergeaient vers des points précis, le long des couloirs de navigation des pétroliers, avec une précision mathématique qui ne provient que de coordonnées préprogrammées. Quelqu'un avait déjà calculé les corrections de marée, déjà pris en compte les vitesses moyennes de transit des pétroliers, déjà construit la géométrie d'interception pour une fermeture simultanée et multipoint du détroit. Ce ciblage n'avait pas été assemblé cette nuit. Il avait été assemblé des mois auparavant, peut-être des années auparavant, chargé dans les systèmes de navigation et mis en attente. Une pensée traversa la salle sans que personne ne l'énonce à voix haute. Quelqu'un avait fait les calculs bien avant cette nuit. Le P8 largua une deuxième ligne de bouées sonores. Cette fois, un réseau barrière plus à l'ouest, coupant à travers les points d'interception projetés pour établir un tableau complet de pistage sur chaque contact dans l'eau. Le capteur de bord AN/A PS-154 balaya simultanément la surface, croisant les contacts acoustiques avec les retours radars de surface et injectant l'image fusionnée dans une liaison de données partagée avec le centre de surveillance en dessous et chaque actif de la marine américaine dans la zone opérationnelle. Rien dans l'eau n'était plus invisible, rien n'était non pisté. L'équipage du P8 construisait une chaîne de destruction en temps réel. Pas en appuyant sur la gâchette, mais en s'assurant que lorsque quelqu'un le ferait, la géométrie serait parfaite. Ce que montrait l'image combinée n'était plus ambigu. Plusieurs sous-marins, plusieurs classes, plusieurs vecteurs convergents, coordonnés, simultanés, chirurgicaux. Pas en mouvement pour menacer le détroit, en mouvement pour s'en emparer. Pour atteindre une disposition depuis laquelle fermer le passage n'était pas une décision future. C'était une décision déjà prise, attendant d'être exécutée. Ils ne préparaient pas un blocus, ils en avaient déjà construit un. Quelque part dans l'architecture de commandement, un officier supérieur contempla le tableau tactique complet. Les couloirs de navigation, les contacts sous-marins, les données de pistage du P8 se construisant en temps réel depuis les airs. La porte de la montagne toujours ouverte. L'étendue totale de ce qui avait été tapi à l'intérieur de cette roche pendant des années, encore pas entièrement connu. Ce qui était connu suffisait. Ce n'était pas une menace à surveiller. C'était un système déjà en mouvement. L'échange fut bref. On ne peut pas attendre qu'il ressorte. Monsieur, une fois qu'on tire, il n'y a plus de retour en arrière. Silence, 4 secondes. Feu. Quelques minutes plus tard, l'USS Connecticut, un sous-marin d'attaque rapide de classe Seawolf, 9000 tonnes en plongée, propulsion nucléaire, capable de vitesse que la marine ne communique pas officiellement, mais qui dépasse tout ce qu'Iran avait dans l'eau ce matin-là, se tenait en position dans les eaux profondes depuis 1h30, silencieux, non détecté, observant le même tableau, attendant. Le ciblage était déjà chargé. 2 torpilles, marque 48 AD Cap, 5,80 m de long, 1600 kg chacune, portant une ogive de 295 kg de PBXN 103, propulsées à des vitesses dépassant 55 nœuds par un propulseur hydrojet produisant à peine de cavitation détectable, se trouvaient dans leur tube, alimentés en eau, portes extérieures ouvertes. La solution de conduite de tir avait été affinée en continu pendant l'heure écoulée grâce aux données des bouées sonores du P8 transmises directement dans le système de gestion de combat du Connecticut. La géométrie était parfaite. La solution était verrouillée. Procédure de point de tir, mètre 1. Solution prête. Arme prête. Bâtiment prêt. Tir. Le lancement fut silencieux. Aucune explosion, aucun remous en surface, aucune annonce. Les armes entrèrent dans l'eau et entamèrent leur course. 55 nœuds, instruments de destruction précise, avançant dans l'obscurité sur un cap calculé pour neutraliser les contre-mesures, ignorer les leurs, et livrer 590 kg d'explosifs combinés à haute puissance à une cible dissimulée à l'intérieur d'une montagne depuis plus d'une décennie. Au-dessus, l'équipage du P8 observa ses écrans se mettre au calme. Ils savaient ce qui venait de se produire. Ils maintinrent leur schéma de pistage et ne dirent rien, continuant à diffuser les données, continuant à construire le tableau. Professionnels, concentrés, préparant déjà l'évaluation post-frappe. 4 minutes et 14 secondes de silence.
Les opérateurs restèrent assis avec la conscience de ce qui approchait. Les armes étaient en l'eau. La physique était décidée. Ces 4 minutes existaient en suspension, décision prise, conséquences verrouillées. Seul le moment de l'impact était encore inconnu. L'opérateur sonar qui avait marqué les contacts originaux plus d'1 heure plus tôt demeura parfaitement immobile et fixa son écran. Puis le fond de l'océan bougea. La signature sismique s'enregistra simultanément sur 3 plateformes de détection. Le souffle acoustique de 2 ogives de 295 kg détonnant à l'intérieur d'un tunnel rocheux confiné se propagea dans la colonne d'eau sur des centaines de kilomètres. À l'intérieur de la montagne, la physique fut absolue. Le béton armé prévu pour résister aux bombardements conventionnels en surface n'avait pas été conçu pour survivre à 2 AD cap arrivant simultanément à l'entrée. Le réseau de tunnels s'effondra sur lui-même. Postes d'amarrage, couloirs de maintenance, système carburant, ordinateurs de ciblage, coordonnées d'interception préchargées, une décennie de construction secrète, tout cela disparut sous la pression hydrostatique et la surpression de souffle en approximativement 4 secondes. Les sous-marins Gadir encore à quai furent écrasés sur place. Le Fateh qui n'avait pas encore appareillé n'appareilla jamais. La porte de la montagne se plia vers l'intérieur et disparut sous plusieurs milliers de tonnes de roches. La base qui avait mis une décennie à construire disparut en 4 secondes. Impact confirmé. Aucune célébration. L'épuisement d'une concentration extrême et soutenue se relâchant d'un coup. Quelqu'un versa du café. Le commandant de quart nota 4 mots dans le journal opérationnel. Puis un analyste leva les yeux de son poste de travail. « Monsieur, ce n'était pas juste une base. Une pause, ce n'était pas leur seul point de lancement en eau profonde dans le détroit. » La salle ne dit rien parce que tout le monde comprit ce que cela signifiait. Pas une frappe tactique contre une installation parmi plusieurs. L'élimination chirurgicale d'une capacité singulière et irremplaçable. Le flanc occidental du dispositif sous-marin iranien dans le détroit n'avait pas été dégradé. Il avait été effacé. Peu après, les pétroliers dans le détroit reçurent des instructions de reroutage. Sans explication, juste de nouveaux caps, de nouveaux points de passage. La plupart des commandants de bord ne comprendraient pas pourquoi avant des heures. Le pétrole continua de circuler. Les marchés qui ouvriraient à Londres et New York quelques heures plus tard n'avaient aucune idée que le prix du brut venait d'être protégé par 2 torpilles, un P-8 Poséidon et 4 secondes de physique sous-marine. Ce qu'Iran perdit ce matin-là n'était pas reconstituable dans un délai raisonnable. L'installation en tunnel seul, foré et renforcée à l'intérieur d'une chaîne de montagnes côtières sans déclencher de détection satellite pendant des années de construction représentait des centaines de millions de dollars et une décennie de rigueur opérationnelle. Les sous-marins perdus à quai représentaient une fraction significative de la capacité d'attaque rapide iranienne dans la zone opérationnelle occidentale. La menace du Fateh et de ses missiles de croisière dans le détroit avait disparu. Le ciblage précalculé, des années de collecte de renseignements sur les schémas de transit des pétroliers, les corrections de marée, la géométrie d'interception, était parti avec les ordinateurs qui le stockaient. Et la chose qui ne pouvait pas être reconstruite, quel que soit le budget ou la volonté politique, l'effet de surprise était perdu à jamais. La méthodologie de détection qui avait trouvé la base une fois avait été affinée par les signatures acoustiques et les schémas comportementaux de ce matin-là. Les données de bouée sonore du P-8, le profil sonar du centre de surveillance, la séquence précise de signatures qui avait précédé le déploiement, tout cela alimentait désormais un dispositif de surveillance spécifiquement calibré pour retrouver le même schéma. Toute tentative de reconstruire une capacité similaire serait guettée. La sécurité opérationnelle qui avait protégé la base originale pendant une décennie ne pouvait pas être répliquée maintenant que la veille savait exactement ce qu'elle cherchait. Iran ne pouvait plus déplacer des sous-marins dans ce détroit sans être pisté, ne pouvait plus tenter de reconstruire sans être surveillé, ne pouvait plus réassembler la géométrie de frappe sans que la collecte ne soit détectée. La logique stratégique qui avait fait de la base cachée le joyau de la couronne de la doctrine navale asymétrique iranienne avait été définitivement inversée. Aux premières lueurs de l'aube, le P-8 acheva son balayage acoustique post-frappe et vira au nord-ouest, reprenant de l'altitude vers sa hauteur de croisière, cap sur la base.
Dans son sillage, le réseau de bouées sonores dérivait lentement au gré des courants de surface. De petits cylindres oranges flottant dans l'obscurité, sondant encore, écoutant encore, transmettant encore des données à quiconque voulait les recevoir. L'équipage consigna leur temps de mission et entama la liste de débriefing. Professionnels, silencieux, déjà en train de penser au prochain vol. Quelque part en dessous d'eux, l'USS Connecticut avait déjà disparu. Courant profond et silencieux sur un nouveau cap, ne laissant derrière lui que de l'eau froide et une ombre sonore qui se fondrait dans le bruit de fond avant le lever du soleil. Le détroit était ouvert, 20 millions de barils par jour continuant de transiter par 33 km d'eau dont le monde dépend plus qu'il ne l'admet habituellement. Et la porte dans la montagne qui s'était ouverte pour la première et unique fois ce matin-là, la porte qui était censée tout changer, qui représentait 10 ans de patience, de planification, des centaines de millions de dollars, et le projet de construction navale clandestine le plus ambitieux de l'histoire iranienne, était enfoui sous plusieurs milliers de tonnes de roches. La marine américaine n'avait pas seulement découvert une base secrète cette nuit-là. Elle avait découvert un système déjà en marche, et elle y avait mis fin. Détroit d'Ormuz, statut ouvert.